Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le club Pancho. Ravi de vous retrouver ce soir pour débriefer de cette belle victoire de l'OGC Nice du côté du stade Geoffroy Guichard. Avant d'attaquer cette émission, nous sommes très bien accompagnés. Et ce soir, on va tenter de parler français. Alors, on va commencer donc par les invités parce que nous sommes bien éduqués. Donc, Max est avec nous, Max de Synthé Inside. Je te laisse te présenter et présenter aussi Synthé Inside. Eh bien, bonsoir. Donc, moi, c'est Max de Synthé Inside. Synthé Inside, pour faire court, c'est anciennement un groupe de supporters stéphanois qui s'est lancé juste après le Covid, enfin la première vague. Et on s'est mis à suivre l'actualité des Verts, à travailler, travail de journalisme, entre guillemets, un peu. Et on suit l'actualité des Verts au quotidien. Et à côté de ça, depuis février 2021, notre émission, les lundis soirs aussi, à 21h sur Twitch. Avec Peuple Vert, Green Prospect et Joss Randall, entre guillemets, pour ceux qui voient à peu près qui c'est. Donc pour ceux qui veulent se manger un peu de foot débrief, vous enchaînez par ces deux émissions sur Twitch et vous allez passer une belle soirée. Bertigno est aussi de retour dans le club Pancho. Comment ça va Bertigno? Merci pour l'invitation et ça va au top, hein. J'espère que vous aussi. Enfin, nous, côté niçois, ça va en tout cas. J'espère. Nous ça va très bien. Et puis donc le GOAT, hein, si je puis dire, du super quiz est parmi nous ce soir. Alric qui est aussi enchaîné deux émissions Twitch, on ne l'arrête plus. Comment vas-tu Alric? Salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va, hein, c'est la première fois que j'enchaîne deux émissions peu sur coup, on verra comment ça se passe. Mais je suis très content qu'on reparle encore de cette victoire de l'OGC Nice face à l'AS Saint-Etienne. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ça va être une bonne soirée. Petit Alex de Castro bis dans la place. Doucement avec les comparaisons, s'il te plaît, Vincent. Tout est relatif. On va commencer donc une petite nouveauté, on va dire, de par la situation de l'AS Saint-Etienne. En ce début de saison et j'ai envie de dire depuis ces quelques mois. On va parler du club. Euh, que se passe-t-il à l'AS Saint-Etienne? Donc, Max, comme je te l'ai dit avant l'émission, je vais te questionner sur ton club. Donc, déjà par rapport aux résultats, faut savoir que l'AS Saint-Etienne, cette saison, c'est pour l'instant 0 victoire, 3 matchs nuls. Et là, c'est une série en cours de 5 défaites consécutives. En ce moment, donc, il y a des rumeurs qui parlent d'un potentiel rachat du club. Possible, j'ai Déjà, vu des rumeurs là. dans un premier temps, justement, par rapport à ces rumeurs-là, Max, toi, en tant que supporter stéphanois, est-ce que tu en sais un peu plus? Quel est ton avis par rapport à ça? Déjà, je pense que la vente du club, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour passer un palier et surtout sauver le club. Là, c'est même plus une question d'essayer de progresser, c'est une question de faire survivre le club aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on sait globalement sur la vente, le club est à vendre pour environ 100 millions d'euros. C'est-à-dire 40 millions d'euros entre 40 et 60 millions d'euros pour les dirigeants, et donc le rachat direct, et le reste à réinjecter directement dans le club, notamment pour un mercato éventuellement. Aujourd'hui, globalement, il y a deux gros dossiers qui sont en avance. Le premier, ça va être Marcarian, donc ancien Olivier Marcarian, qui est ancien propriétaire d'une boîte qui s'appelait Marcal, donc un investisseur local. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas les fonds nécessaires pour acheter l'intégralité du club et avoir accès à ce qu'on appelle la data room. Donc, il a dû faire un emprunt auprès d'une banque luxembourgeoise, ce qui freine énormément de supporters et de personnes autour du club. Euh, Parce que bah, ça veut dire que tu vas avoir un homme qui va arriver à acheter le club et qui aura déjà plus de 60% du montant qu'il a mis en emprunt. Donc ça veut dire que bah, tu rendettes le club et les 3 ans de galère auront servi à rien. Et le deuxième, c'est le fameux prince du Cambodge dont on parle un peu partout, qui viendrait pas seul. On parle de fonds chinois à ses côtés, d'entreprises chinoises, par un biais de sponsoring ou vraiment investir à ses côtés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les deux gros dossiers qu'on sait qui sont le plus proches, qui sont dans la data room chez KPMG, donc qui est le cabinet d'audit. Les dirigeants espèrent une vente avant le 31 décembre Mhm. pour le mercato de janvier. Ouais. Dans l'hypothèse où ça ne se fasse pas, ils sont en train de voir pour faire un prêt
dans lesquels ils sont eux-mêmes garants pour investir au mercato d'hiver, surtout avec la CAN qui arrive. Voilà, j'ai été un peu long, mais voilà, au moins Non, je non, mais pense que j'ai abordé le point. c'était l'idée parce que au-delà de parler du match en lui-même, c'est vrai que en tant que fan de foot, comme je te le disais avant le début de l'émission, quand on voit un club comme l'AS Saint-Etienne dans une situation pareille et on a l'impression que ça récolte un peu euh, le mauvais travail, si je puis dire, des 2 dernières années, on sentait cette situation assez prévisible. Ton avis, Bertigno, justement, par rapport à ça, par rapport à ce rachat d'un club historique comme Saint-Etienne, tu en penses quoi, toi? Plutôt enthousiaste? Bah, je pense que de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Ça fait déjà facilement 2-3 saisons qu'on sent que Saint-Étienne descend au fond du classement. Donc, il y a un moment, faut du changement, faut du sang neuf, que ce soit dans les dirigeants ou au niveau des joueurs. Donc, bah, pour sauver le club, je pense que c'est la meilleure solution à court terme. Après, est-ce que c'est des projets très fiables à long terme? Ça, je ne connais pas assez les investisseurs et les projets pour le savoir, mais ouais, je pense que sur le court terme, c'est ce qu'il faut. Et là, déjà, le début de saison est très compliqué, donc il va falloir faire vite pour se rattraper et pour remettre le club sur de bons rails. Alric, ton opinion sur la situation globale du club? Mon opinion, il est que, un peu comme me disait un supporter avec qui je discutais hier, depuis le départ de Galtier, rien n'a été fait pour redresser, enfin pour maintenir le club à un niveau correct. On a vu des entraîneurs qui se sont succédés. Je pense à Jean-Louis Gasset qui est arrivé comme un peu comme un pompier, qui a réussi un peu à surperformer la première fois pour sauver le club, la deuxième fois qu'il l'a amené en Coupe d'Europe, mais rien n'a été fait de manière structurelle pour continuer à maintenir le club dans de bonnes conditions. Puis ensuite, il y avait eu l'arrivée d'Oscar Garcia juste après Christophe Galtier. Après, il y avait eu Julien Sablé. Après Jean-Louis Gasset, il y a eu Justin Printemps. Et maintenant, Claude Puel. Donc maintenant, c'est un peu la vache des entraîneurs qui empêche une certaine stabilité. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui à la Saint-Etienne, c'est le résultat de tous ces problèmes de gestion, que ce soit sportivement et extra-sportivement. Je pense qu'en plus, là, au moment où, tu me diras si je me trompe, hein, Maxime, mais je pense que le moment où la Saint-Etienne a mis le doigt dans un engrenage qui était mauvais, c'est le moment où la première tentative de vente a foiré, je crois, à partir de 2018, et que les présidents ont décidé de s'endetter pour survivre, pour suivre un peu l'évolution de la Ligue 1, tout simplement, parce que les droits TV commençaient à prendre de l'importance, parce que le football français commençait à prendre de l'importance, et que la Saint-Etienne avait besoin de survivre pour être compétitif. Et à partir du moment où les présidents ont décidé de s'endetter, enfin d'endetter le club à ce moment-là, ils ont mis le doigt dans un engrenage duquel ils n'arrivent pas à sortir. Du coup, ça me fait mal de le dire, mais après 0 victoire sur les 8 premiers matchs, je vois mal comment Saint-Etienne peut s'en sortir aujourd'hui. Oui, bah, je suis d'accord. Moi, c'est ça, c'est je pense qu'on peut analyser deux déclics vraiment dans lesquels l'AS Saint-Étienne a raté le coche. Le premier, c'est l'après Galtier, qui a été complètement raté. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux dirigeants d'avoir tenté Oscar Garcia depuis le temps? En plus, c'est l'époque où est-ce que tout le monde demande des entraîneurs étrangers et tout ça. On peut être mitigé sur la question. Est-ce qu'Oscar Garcia était un bon casting? Je ne pense pas. Après, voilà, on a le recul nécessaire aujourd'hui pour le dire, mais à l'époque, on y croyait tous. Mais ouais, le vrai problème, c'est ça. C'est quand il y a ce fameux rachat en 2007 qui foire avec Pixis, alors que c'était fait à 99%. Euh, Au lieu d'insister parce que tu auras un autre preneur derrière qui allait arriver, et fallait insister, fallait continuer, t'allais le retrouver le racheteur. Mais au lieu de ça, voilà, comme l'a très bien dit Alric, c'est que bah, tu te retrouves dans le côté, les dirigeants sont endettés, puis ils se sont dit, ah, finalement, on peut faire quelque chose, tout ça. Gasset a tellement bien aussi relevé le niveau à l'époque, parce que la remontée qu'on fait sur la deuxième partie de saison, elle est absolument folle, si je dis pas de bêtises. Sur la deuxième partie de saison, on doit être quatrième ou voire à la limite troisième du championnat, hein, en termes de résultats sur la deuxième partie de saison. Donc c'est très fort ce qu'il fait. Donc tu as l'espoir de dire, ah, on va aller chercher un truc, on va se stabiliser avec Gasset.
Et finalement, bah, après, tu as l'après-Gacé, donc avec Printemps, où est-ce que ça foire complètement. Et puis l'arrivée de Puel, où est-ce qu'on y croyait tous, c'était le vent nouveau qui allait souffler. Et finalement, on se rend compte qu'en 3 ans, ça a été une stagnation, quoi. Justement, la transition est toute trouvée par rapport au sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Bonsoir Christophe. C'est justement, toi en tant que supporter de Saint-Étienne, comment tu vois justement le mandat Puel pour l'instant? Est-ce que selon toi, c'est toujours l'homme de la situation ou pas? Alors, je sais que je parle Ah, auprès de attention à ce personnes que tu qui... dis, hein. On le vénère nous Oui, chez non, nous, mais hein. non, mais voilà, non, mais ça, je sais que Puel à Nice et à juste titre a très bonne presse. Et moi-même, Puel, c'est un des entraîneurs français, comme je te le disais avant l'émission, pour qui j'ai énormément de respect, que j'adorais regarder, que ce soit à Nice. Moi, je trouve que le sommet de Puel, c'est vraiment Lille pour moi, parce qu'on voit ce qu'il a réussi à faire là-bas avec aucun moyen. Et c'est ce qui nous faisait dire à nous que il va faire ça avec Saint-Etienne, ça va être incroyable. C'est un mec qui sait bosser avec des jeunes, c'est un mec qui sait bosser sans moyens. Euh, et puis finalement, en fait, force est de constater aujourd'hui que t'as pas eu la progression que tu devais avoir, que tu as même une régression. Parce que le problème, en fait, le mandat de Puel, il faut se rappeler un peu qu'il arrive, une des premières choses qu'il va faire, c'est foutre Ruffier au placard et le faire dégager du club. Et ça, en fait, je pense que c'est une erreur de sa part parce qu'en fait, directement, tu vas te mettre une grande partie du club et des joueurs à dos. Parce que Ruffier, à Saint-Etienne, c'est un monument. C'est un gardien qui te rapporte au moins 15 points les dernières saisons, qui t'a sauvé de multiples fois, qui t'a même amené en Coupe d'Europe plusieurs fois. Je pense que beaucoup de personnes le trouvaient comme étant l'un des meilleurs gardiens du championnat. Donc, tu as ce monument et tu le sors. En plus, la manière est complètement discutable. Euh, Après, il y a eu quelques frictions avec Perrin, avec Kazri, avec Boudbouz. Debuchy, c'était tendu aussi. Tu as aussi le sketch qu'on a eu cet été avec Amouma. Amouma, tu le gardes pas. Tu l'envoies, voilà, et tu le fais partir libre avec Moulin et compagnie, Monet Paquet et tout ça. Mais le problème, c'est qu'après, 2 mois après, tu le rappelles et tu le refais signer un contrat. Donc déjà, tu sais pas où se place le groupe. Euh, Il y a eu aussi ce côté voilà, sur le manque de recrutement, tout ça. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui le mandat de Puel et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il est sur un échec et que on devrait ne plus voir Puel sur le banc stéphanois après le derby, normalement. Tu mets en avant Et justement les incohérences de Puel parce que, enfin, du moins de l'extérieur, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu du mal à, enfin, du moins à Saint-Etienne, à gérer l'ego des darons un peu du vestiaire, que ce soit Kolotedia, que ce soit Debuchy, que ce soit Perrin, que ce soit Ruffier. Et en même temps, sur le match de samedi, il commence en 3-4-3. Euh, pour moi, le seul, enfin, l'un des bons joueurs de la première mi-temps, donc Denis Bonga, même s'il rate une occasion absolument dingue, il le fait sortir à la mi-temps, il passe en 4-2-3-1. Est-ce que vraiment il sent qu'il est sur la sellette et il tente tout et l'impossible ou comment tu le vois ça, Max? alors, deux choses. Je pense déjà que Puel, tu peux faire ce que tu veux. Quand on a l'idée en tête, il l'a. C'est pas quelqu'un qui est connu pour se remettre en question, etc. Voilà, là, c'est une directrice. Je pense que les Puel d'émission qui ont commencé pour la première fois, Stade Geoffroy Guichard, à descendre des copes, lui ont fait ni chaud ni froid, honnêtement. Par contre, j'ai une grosse incompréhension par rapport au choix vraiment de Puel. Ça fait les 3 derniers matchs. En fait, juste parce que tu as Ivan Masson qui est blessé aujourd'hui, qui est ton latéral droit, tu es obligé de changer ton système de jeu et de passer dans une défense à 3 en sachant que tu n'as pas les joueurs pour jouer à 3 derrière et que c'est un système qui est extrêmement difficile à mettre en place. Donc forcément, il n'y a pas de surprise. Même si dans l'animation, il y a des choses qui sont intéressantes, je trouve que Bonga en tant que piston, comme tu l'as dit, est très intéressant. Trauco aussi a fait un bon match, je trouve, pour l'avoir revu à froid, hein, il fait un bon match. Mais le problème, c'est que tes 3 derrière n'ont aucune sérénité et que c'est des boulevards derrière eux, vraiment. Hmm. Et après, quand tu passes à 4 derrière, le pauvre saut, voilà, c'est un central, il a pas la vitesse de pointe nécessaire pour tenir le poste à droite, hein, ça a été très compliqué. Encore qu'il n'a pas été ridicule, je trouve. Ouais, on a senti, enfin je sais pas toi comment Bertigno t'as senti justement
enfin pas ce rétropédalage, mais voilà, on a senti que voilà, deux changements à la mi-temps, tu sors Bouanga alors que c'est l'un des joueurs qui t'a quand même apporté le plus offensivement. Derrière, en 4-2-3-1, ben, ça se trouve un peu mieux. La deuxième mi-temps est quand même meilleure, je pense, du côté de Saint-Etienne. Comment tu l'analyses, toi, Bertigno, voilà, cette défaillance tactique de Puel? Parce que on peut dire que c'est une Je, défaillance. je pense qu'il a essayé de créer un peu la surprise, de créer un petit électrochoc à la mi-temps avec ce changement et ce changement de système. Voilà, au début, moi, je vois la seconde mi-temps, je me dis qu'on a de la chance de ne pas en prendre un, là, parce que pendant un bon quart d'heure, on subit sans avoir de grosses occasions contre nous, mais on n'arrive pas à ressortir, on est sous pression. Donc voilà, il a tenté quelque chose. Après, il est tombé aussi sur une équipe de Nice qui sait très bien faire ça, qui sait très bien gérer la pression, et au bout d'un moment, il a un effectif très jeune, il a une profondeur de banc limitée, et les Verts, ils se sont un peu cassés les dents sur cette défense-là, et au bout d'un moment, ils ont fini par craquer physiquement et mentalement aussi, je pense. Donc, non, je pense qu'il est dans une situation pas facile, de toute façon, parce que entre la qualité de l'effectif et la pression qu'il y a autour de lui, voilà, il essaye des choses, il essaye de faire quelque chose pour changer le cours du match, le cours de ce début de saison, mais bon, ça n'a pas payé, et aujourd'hui, bon, bah, il est peut-être plus l'homme de la situation, tout simplement. Alric, pour clôturer un peu ce sujet sur Saint-Etienne, pour toi, si Saint-Etienne perd le match prochain, donc on en reparlera dans la dernière rubrique de l'émission, Tu, mais tu peux enlever le si, hein. comment? Tu peux enlever le si, je pense, hein. Il a Ouais, c'est comment? ce que j'allais dire. Malheureusement, c'est ce que j'allais dire. Donc, tu penses que le résultat, si défaite il y a contre le voisin lyonnais, va être justement déterminant au licenciement de Puel, Alric? Ah, mais évidemment, évidemment, parce que bah, déjà, c'est le derby, donc c'est un gros match. Comme on dit, c'est un match très important pour les supporters. C'est le plus Et bien important. sûr, là, c'est le plus important, certainement, voilà, c'est le plus important de la saison. Donc bien sûr que là, Claude Puel, et il en est conscient qu'il joue son poste, Claude Puel. Après, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Claude Puel non plus. Je pense qu'il paye aussi les pots cassés des années précédentes qui ont été catastrophiques dans la gestion de l'après-Galtier, on en parlait. Il y a eu cette parenthèse enchantée avec Jean Dugasset, mais qui n'est qu'une parenthèse enchantée parce que rien structurellement n'a été suivi pour maintenir le club à flot. Pire que ça l'a mis en difficulté. Après, pour avoir vu les 5 derniers matchs de Saint-Etienne, je fais une petite parenthèse, ils jouent aussi de malchance. Parce que quand on voit le match contre Bordeaux, où pendant toute la deuxième mi-temps, on joue sous une pluie diluvienne, où le match doit s'arrêter au moins 15 fois, où ils prennent un but totalement casquette, où le ballon est arrêté, au moment d'égaliser, le ballon est arrêté par une énorme flaque, alors que le ballon part tout droit dans le but, hein. Contre Monaco, ils touchent 3 fois les montants. Ils perdent leur gardien sur un geste maladroit. Contre Montpellier, ils font une bonne première mi-temps, mais ils ne concrétisent pas leurs occasions. Enfin voilà, c'est tous les signes d'un club qui est en train de perdre confiance sportivement, mais parce qu'il n'est pas suivi d'un point de vue interne. Et quand les fondations sont friables, forcément, au petit coup de vent qui ne va pas dans le bon sens, tout se casse la gueule, malheureusement. Ouais, Max, je vois que t'as répondu, mais justement, il y a Alex qui te demande si le derby peut créer un déclic chez les joueurs et l'encadrement du club. En général, comme on a l'habitude de dire, un derby, c'est vraiment le match à part. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité de Saint-Etienne et de Lyon, c'est voilà, c'est le match dans la saison que les supporters regardent, quels que soient les enjeux à la fin de ta saison. Euh, J'aimerais pouvoir dire oui, hein, mais je pense que c'est la première fois où tous supporters, on apporte ce derby dans l'idée où on sent non seulement qu'on va pas le gagner, mais qu'on risque de se prendre une sacrée fessée, pour le coup. Le 5-0 devient un peu trop régulier à notre goût, hein. On en a pris deux sur les dernières années. Donc, euh, j'aimerais pouvoir dire oui, que ça peut être un déclic, mais le problème, c'est que je vois cette équipe de Lyon qui progresse tellement vite, qui est vraiment forte cette saison, et nous qui continuons de nous enfoncer.
les joueurs ont, voilà, les joueurs ont même dit aux supporters après le match contre Nice qu'ils comprenaient plus Puel et qu'ils avaient complètement lâché Puel. Donc je vois pas aujourd'hui, en fait, t'as aucun indicateur qui peut te faire espérer que tu vas faire le match de ta vie dans le derby, que Puel va peut-être se sauver, sauf s'il nous fait une Arteta ou Solskjaer, c'est-à-dire un moment où est-ce qu'on sent que ça vacille, d'un coup il y a une série qui arrive. Sinon, non, je pense que voilà, je vois pas aujourd'hui de motif vraiment d'espoir après ce match, malheureusement. Et puis de toute façon, je pense que sur ce match-là, on verra aussi si les joueurs adhèrent toujours au discours, parce qu'on peut supposer qu'après une victoire, Puel reste toujours l'entraîneur de Saint-Etienne. Ouais, tu peux le supposer. De toute façon, c'est la deadline qui lui a été posée. Je sais pas si ce serait une bonne idée aujourd'hui parce que je pense que tu peux gagner le match dans le sens où les joueurs peuvent faire comme ce qui s'était passé à Lyon sous Puel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs prennent leurs responsabilités dans le vestiaire. Bon, là, on n'a pas de Juninho et compagnie, mais bon, on a quand même quelques caractères comme Kazri, lui le premier qui a lâché Puel, qui pourrait peut-être se dire, voilà, les gars, c'est pas n'importe quel match, et bah, de toute façon, Puel dira ce qu'il voudra, mais voilà, on va faire ce qu'on sait faire et tout donner sur le terrain. C'est le seul motif d'espoir qu'on peut avoir, mais je vois pas par quel miracle Puel pourrait être maintenu après le derby, encore qu'on serait pas une folie près du côté de nos dirigeants, quoi. Skito nous dit manque de bol pour les Verts. Cette fois-ci, les Niçois ont joué les demi-temps. Ce qui me permet justement d'attaquer le débrief directement de ce match. Donc une victoire 3-0. Juste avant qu'on attaque, donc il y avait quand même, on va dire, une demi-surprise. Je te l'avais teasé, Bertigno, hein. J'avais répondu sous ton tweet par rapport à Camara un cran plus haut. Donc effectivement, donc Camara avait joué, donc Hassan Camara a commencé un cran plus haut. Donc on a une association Gouiri-Delors sur ce match-là. Et aussi donc la titularisation de Thuram au milieu de terrain avec le retour de Lemina qui était suspendu contre l'Orient. Une entame réussie, Bertigno, est-ce que ça a été, on va dire, l'élément clé manquant sur les derniers matchs du gym? Déjà, oui, sur le dernier match, l'entame, enfin, du moins la première période, a été toujours assez pauvre et triste. Donc là, pour une fois, on débute très fort, avec une grosse occasion dans les premières minutes, là, si je me souviens bien. Donc on débute très fort, un couloir gauche très actif avec Bard et Camara. On arrive bien à se trouver et globalement, on fait 30 premières minutes de grande qualité, hein, même si on mène 1-0, mais voilà, on fait vraiment un bon match. Après, bon, la fin de première période, on souffre un petit peu plus. Saint-Etienne se montre aussi un peu plus. Mais ouais, globalement, une belle entame de match et un peu surpris de voir Camara ailier gauche. Donc, je m'y attendais pas trop. Je pensais que Galtier préférait toujours avoir sur les côtés un meneur de jeu un peu excentré qui revient dans l'axe. Et là, Camara, c'était un vrai joueur de couloir. Et au final, bon, il y a quelques occasions qui sont passées par lui dès le début de match. Donc, bah, c'était coaching payant sur ce début de match-là. Et ça nous a récompensé avec ce but. Ouais. On a senti aussi que bon, il avait pas justement cette capacité bon, de finisseur parce qu'à la base c'est un défenseur central, défenseur latéral pardon. Mais bon, ça montre aussi qu'il y a de la rotation dans cette équipe Alric. Ouais, enfin bon, après, pour moi, c'était une fausse bonne idée, hein, Camara, ailier gauche, hein, c'est pas milieu gauche offensif, hein, parce qu'il a un problème avec ses pieds, ce garçon. Il court vite, il fait l'essuie-glace, très bien, mais dès qu'il est devant le but, c'est compliqué, quoi. Donc, pour moi, c'était une fausse bonne idée. Après, pour revenir plus globalement sur le match, je trouve qu'on fait 25 très bonnes minutes où on doit tuer le match. Normalement, il doit y avoir 2-3-0 au bout de 25 minutes de jeu. Le souci, c'est que on marque pas ces trois buts et puis on commence un peu à tomber dans la facilité, ce qui a fait nous coûter très très cher. Et c'est là qu'on voit que cette est une équipe qui est en manque de confiance cruellement. C'est que la tête de Crasso, je crois qu'il s'appelle, elle doit pas passer à côté du but. Il est tout seul, elle doit rentrer cette tête. L'occasion de Bonga, pareil. C'est deux actions qui peuvent nous faire très très mal. Et parce qu'on est tombé dans la facilité, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'espace devant, parce qu'on a vu que Saint-Etienne, désolé, mais c'est très très faible quand même, et ben on a failli se faire piéger. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'on a eu une fin de première mi-temps qui a été compliquée, un milieu de deuxième mi-temps qui a été compliqué.
Donc 3-0 net, sans bavure, on prend pas de but, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à corriger, je pense. Comment tu analyses cette première mi-temps, Max à 1-0 à la mi-temps, est-ce que enfin, Saint-Etienne s'en sort bien, selon toi? Oui, 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 Saint-Etienne s'en sort bien. Je pense qu'en fait, on a vite vu que c'était vraiment deux équipes complètement différentes. Moi, je voyais au moins trois quatre niveaux d'écart entre les deux. C'est-à-dire que, ok, il y a des moments où est-ce que Saint-Etienne a des occasions, mais c'est le genre de match où tu as l'impression que de toute façon, tu peux te jouer 3, 4, 5, 6 heures d'affilée, tu planteras pas un but. Par contre, l'autre en face, il va te mettre les pions. J'ai vraiment senti un Nice en gestion. Euh, Vraiment, je pense qu'ils auraient pu nous faire beaucoup plus mal, mais que voilà, ils ont dû voir eux-mêmes que bah, voilà, dès que ça accélérait, ça partait tout de suite et que tu avais une occasion dangereuse. Et puis voilà, enfin, à la fin, ça fait 3-0 et voilà, de toute façon, je vois pas, je vois pas ce qu'on aurait pu espérer face à Nice, surtout ce Nice comme ça. Et ouais, juste un petit mot pour Lemina que je trouve vraiment impressionnant depuis le début de la saison. On y reviendra justement dans l'analyse individuelle des joueurs. Euh, par, rapport, euh, Par rapport à ce que tu disais, Max, voilà, est-ce que. Enfin, moi personnellement, je nous ai trouvé en deuxième mi-temps un peu trop dans la gestion. C'est-à-dire qu'on faisait le dos rond, on défendait, on faisait ça bien. En même temps, il n'y avait pas énormément d'intention et de réalisation du côté de Saint-Etienne. Mais c'était, à mon sens, peut-être un peu trop stéréotypé, à savoir la défense, bloc, et puis on bombarde devant aux attaquants qui nous créent des situations. Comment tu l'as vécu, toi, Bertino, cette seconde mi-temps? Ouais, bah, seconde mi-temps où on s'est fait rentrer dedans un petit peu dès l'entame avec ce changement de système. Donc voilà, sans prendre de grosses occasions, on souffre un petit peu. On a Boudbouz qui nous pose un petit peu problème par ses mouvements et par ses passes. Tu as Kazri qui est très disponible et qui, heureusement, se retrouve hors jeu sur l'action du penalty. Donc, ouais, en souffrance et bon, en difficulté. Et ensuite, tu as quand même ouais, cette impression qu'on gérait, on était assez bas et on cherchait rapidement Gouiri et Delors en contre. Donc, on misait beaucoup là-dessus. Puis ensuite, Galtier il s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à changer dans cette équipe. Donc, il a fait les changements nécessaires. Il fait rentrer Guessand, Acuna, Lotomba, Rosario aussi au milieu qui a fait une très belle entrée. Et au final, ça paye parce qu'à partir de là, on n'a plus vu Saint-Étienne, ou du moins beaucoup moins. Et on a pu faire mal sur une dernière occasion. On aurait pu faire encore plus mal sur d'autres. Hein, mais on a bien géré quand même cette fin de match, mais j'avoue que début de seconde période, j'étais pas forcément serein. Vu la tournure des événements, je pensais que Saint-Etienne allait marquer quand même un but. C'est vrai que Alric, à un partout en première ou même à 2-1 en seconde mi-temps, le match n'est plus le même avec le public qui peut justement pousser dans les joueurs et nous offrir un match à rebondissement. Bah, avec le public qui peut pousser, parce que le public a quand même son mot à dire dans un match de foot. Ensuite, on ne faut pas oublier qu'on est sur une semaine où c'est très mitigé quand même pour le l'OGC Nice, avec un match nul contre Monaco qui aurait pu être une victoire, mais qui aurait eu aussi pu être une défaite. Cette défaite à Lorient, où on a tout raté, où on s'est fait malmener. Donc on n'est pas sur une période super en termes de confiance. Donc il suffisait que les petites occasions premières par exemple le penalty soit accordé sur la faute de Danny Luke et hop on pouvait retomber dans un petit peu de doute et avoir une fin de match très compliquée. Après à partir du moment où ce penalty n'est pas accordé, à partir du moment où Galtier prend conscience qu'au milieu de terrain on se fait manger, bon bah il peut plus rien se passer parce que tu te dis ok bah là on a quand même tout avec nous. Mais c'est vrai que cette petite période où il y a ce penalty, où on ne sait pas s'il y est, où on ne sait pas s'il y a enjeu, ou s'il y a faute, pas faute, là je me suis dit, si Boudbouz y marque, ça peut être compliqué. Et heureusement que ce penalty n'est pas accordé finalement. Heureusement. Oui, D'ailleurs, là aussi, hein, je pense que, une parenthèse, vas-y, mais vas-y.
ça permet de s'interroger aussi sur la gestion de Puel pour y revenir vite fait. Mais comme il a dit, le penalty qui aurait été tiré par Boudbouz. Boudbouz, faut savoir que ça fait des mois qu'il est au placard, qui fait de temps en temps une petite rentrée et encore, souvent il n'est pas dans le groupe. Il y a 3 semaines de ça, il s'entraînait avec la réserve. Tu le prends même pas avec toi. Et là, tu es à un moment où tu aurais eu un penalty contre Nice, penalty crucial, qui peut te faire égaliser et c'est Boudbouz qui va le tirer. Je vois pas l'idée derrière ça en fait. Et pourtant voilà, j'apprécie beaucoup Boudbouz. Je pense que techniquement c'est un joueur qui a beaucoup de qualité hein, et on l'a vu d'ailleurs. Il donne un motif d'espoir. Mais là, je comprends pas l'idée de le faire tirer quoi. Et pourtant, il a fait une très bonne rentrée hein, contre nous. Ah oui non mais c'est là qu'on voit qu'il a de la qualité technique et c'est dans la tête que ça joue lui aujourd'hui. Justement, comment tu expliques cette gestion? Là, on fait un rétropédalage par rapport à notre sujet précédent, mais cette gestion, enfin, je veux dire, sur le papier, un Boudbouz, un Kolo Dzedziak, un Ruffier il y a quelques années, un Debuchy, pourquoi ça n'a pas matché avec Puel? Est-ce que c'est vraiment uniquement la volonté de mettre en œuvre et surtout de mettre en avant des jeunes dans le collectif stéphanois? Je pense que tu as plusieurs indications parce que Debuchy ça a marché. Enfin Debuchy il est capitaine. Debuchy, ce qui a fait peur à Puel, c'est est-ce qu'il va avoir les qualités pour faire la saison. C'est le côté financier, c'est-à-dire qu'il fallait plus de gros salaires, donc on prolonge aucun cadre. Ce qui pour moi est aussi une erreur parce que bah, on voit, c'est une équipe jeune. Donc le problème quand tu as une équipe jeune, quand tu gagnes des résultats, c'est bien parce que la machine elle est lancée, elle est huilée, ça va aller, il te faut 2 3 4 ça suffit. Mais tu commences la saison, tu as déjà un grain de sable directement dans la machine et la machine elle s'effondre parce que tu n'as aucun cadre, trop peu de cadres en tout cas pour remobiliser tes troupes et dire les gars, allez, faut y aller, faut relever la tête, ça. C'est des jeunes, faut pas l'oublier. Enfin, Madi Camara, il a 1 ou 2 saisons de pro à peine dans les jambes et il est capitaine. Donc, qu'est-ce que tu veux espérer quand tu quel est le message aussi? Je vois pas pourquoi enfin, et il y en a un aujourd'hui qui est exemplaire depuis le début de saison, que ce soit même dans la mentalité, dans le volume de jeu, qui retrouve le niveau qu'il avait à son meilleur niveau, c'est Kazri. Donne le brassard à Kazri. Hmm. Parce que là, le pauvre Camara, tu l'as fait griller des étapes à une vitesse que là, tu le vois que sur le terrain, il est perdu, le pauvre. Il est perdu. Et on ne le retrouve pas, notre camarade avant. Ouais. Vous noterez le petit bug vidéo sur la caméra Ah ouais, de Max. C'est pas grave. L'essentiel étant qu'on t'entende, ne t'en fais pas. tu Euh, veux que j'essaie de faire éteindre allumer la caméra vite fait ou... non, 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 laisse comme ça parce que je pense que ça va faire plus bugger qu'autre chose le truc. Donc ça va revenir, je pense, dans quelques secondes. Messieurs, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport justement à ce match côté niçois? euh, Bertigno, t'as souligné Ouais. justement l'apport des entrants. J'ai trouvé aussi que ça a eu un impact déterminant dans l'issue de ce match et dans le contrôle à la fin. Ah oui, c'était essentiel. C'était vraiment essentiel parce qu'au milieu, on était en infériorité numérique. On sentait que qu'on prenait l'eau et voilà, tu fais rentrer Rosario qui fait une très belle entrée, vraiment, qui stabilise tout, à la récupération, à la relance, impeccable. D'Acunha qui, sur le côté gauche, bah, fait une entrée de grande qualité, hein. Il se bat sur les ballons, il offre la passe décisive à Delors. Lotomba, il est à l'origine aussi sur le troisième but, donc coaching payant. Et puis tu as Guessant devant, bah, bon, on l'a un peu moins vu avec le ballon, mais qui donne tout aussi. Donc ça fait du bien d'avoir aussi un banc qui peut t'amener ce genre de qualité-là. C'est le banc qu'on n'avait pas les saisons passées et qui fait que bah, cette année, ce genre de match-là, tu peux le gagner plus largement ou au moins ne pas être inquiété dans le dernier quart d'heure. Donc c'est une vraie bonne chose. Et voilà, après les matchs contre Monaco et Lorient, on se devait de gagner. On gagne 3-0 et on avait le sentiment qu'on aurait pu en mettre plus. Donc tout va bien à ce niveau-là. Au niveau comptable, aujourd'hui on est quatrième. On est revenu bien pour le podium, à 2 points de Lens et un de Marseille. Donc bah, on a fait la belle opération du week-end. Donc tout va bien. Contre Brest, on va avoir les retours de Dolberg et Boudaoui. Donc non, tous les voyants Et on sont sera au au vert stade. après cette semaine.
Euh, Christophe nous dit la complémentarité Lemina Rosario est impressionnante. Je pense qu'on peut attaquer directement sur les tops et les flops de ce match. En commençant, Alric, je pense que tu seras d'accord avec ça. Le match de Mario Lemina, absolument monstrueux. Bah, Mario Lemina, c'est ce patron qu'on n'avait pas depuis plusieurs saisons au milieu de terrain. C'est le patron qui permet de dire aujourd'hui qu'avec Dante en défense, lui au milieu de terrain et Delors devant, on a un patron par ligne. Et ça, c'est super. Parce que quand il s'est retrouvé absent contre l'Orient, ben, Kefren Turam ne pouvait pas se projeter comme il voulait. Pablo Rosario n'était pas forcément ce joueur qui allait rester un peu derrière. Donc on a senti incompatibilité, qui peut se travailler, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et puis dès que Mario Lemina est revenu, on a vu que lui rester derrière était ce joueur qui suppléait les défenseurs, qui permettait de couvrir les montées de Thuram, qui s'est retrouvé libéré et qui a pu offrir une très belle passe décisive à Calvin Stengs, mais aussi s'amuser avec le ballon, faire des doubles Mm. contacts, faire des gestes un peu techniques comme on lui connaît. Donc on a senti qu'il était libéré. Mario Lemina, c'est ce joueur dont on a besoin, qui a un gros volume de jeu, qui a une envie débordante, qui récupère un nombre de ballons impressionnant, et pas que dans son camp, même aussi dans le camp adverse. Donc non, je suis très content que ce soit, qu'il soit avec nous aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme du match d'ailleurs contre Saint-Etienne. Après, en notre top, Andy Delors, qui m'impressionne match après match, de par son implication, de par son efficacité, parce que le garçon marque des buts, le garçon fait des passes décisives, mais surtout, il compte pas ses efforts. Et j'étais un peu sceptique par rapport à ça lorsqu'il est arrivé, même si on connaissait ses qualités, j'étais un peu sceptique par rapport à son intégration au sein du collectif OGC Nice. Et un troisième top, peut-être Melvin Barr aussi, que j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Ouais, encore et toujours Melvin Barr, notre latéral gauche, Roberto Qui, Carlos, qui sauve, second. qui sauve une tête sur un corner ou un Oui, coup de pied complètement. arrêté, il me semble. Donc le mec fait des passes décisives, sort des prestations extrêmement solides et puis sauve des occasions franches de but. Que demander de plus d'un latéral gauche par rapport à Lemina, juste pour terminer, Bertigno et Max, hein, si tu veux dire quelque chose sur Lemina, parce que tout à l'heure tu teasais un peu sur notre cher Mario. Je crois qu'on met surtout en avant le volume de jeu, la capacité de récupération, les kilomètres parcourus, mais ce qu'on oublie de dire aussi de Lemina, c'est aussi sa finesse technique. C'est quelqu'un qui est quand même habile de ses pieds, qui a une technique quand même pas dégueu, Bertigno. Ah oui, clairement, c'est un milieu de terrain très complet, hein. On le voit beaucoup à la récupération, dans le duel, mettre beaucoup d'impact, mais avec le ballon, il sait faire, hein. Il sait orienter le jeu, il sait aller à la transition rapide, chercher les attaquants. Donc, non, c'est très fort, très très fort. Et j'ai l'impression qu'il monte encore plus en puissance. Il a commencé fort et il est de mieux en mieux. Donc, avec Rosario, c'est vraiment la paire idéale au milieu. Derrière, t'as Thuram qui va se faire sa place aussi petit à petit. Donc, non, là, le milieu, incroyable. Incroyable, incroyable Lemina, incroyable Rosario. Et ça fait du bien. Et la différence avec les saisons précédentes sur ce milieu de terrain, elle est vraiment, vraiment forte, quoi. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des joueurs qui sont très réguliers, comme Bard, comme Rosario, comme Lemina. Et ça, c'est des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer. Alors que la saison dernière, on avait des joueurs qui n'étaient pas forcément constants, à part Guiri. Là, tu as des joueurs dont tu sais qu'ils vont sortir un bon match. Donc ça te stabilise déjà l'équipe, ça met les autres en confiance, ça donne beaucoup de bonnes choses et c'était important d'avoir ce type de joueurs-là aussi. Je trouve que tu es assez dur parce que tu oublies la régularité de Stade Soki sur la saison dernière, qui a quand même été à son avantage sur toute la saison. Blague à part, Azukinho qui nous dit pour 4,5 millions, c'est un braquage en parlant de Lemina. La question, ça va être la gestion de Lemina pendant la CAN. On va croiser les doigts pour que le Gabon se fasse éliminer le plus rapidement possible, je pense, hein. Aucun problème avec le Gabon, mais on a envie de récupérer Lemina le plus rapidement possible, Alric. C'est pour ça que c'était intéressant de voir l'association
Pablo Rosario, Kefren Turam, au-delà de la suspension de Mario Lemina à Lorient, c'était intéressant de justement voir une nouvelle paire au milieu de terrain parce que je pense que Galtier a déjà en tête, parce que il faut un peu tout anticiper, je pense qu'il a déjà en tête le fait que Mario Lemina est très important au milieu de terrain, mais qui ne sera pas là pendant la CAN, et qu'il va falloir essayer de trouver des solutions pour pallier son absence. Et on a vu contre Morgan Lorient, c'était compliqué, Schneiderlin? ouais. Alors Schneiderlin, s'il fait une rentrée comme il a fait à Lorient, c'est-à-dire fantomatique, À vomir. même pas en rêve. Même pas en rêve. Donc non, non, de toute façon, il va falloir tester plusieurs combinaisons au milieu de terrain et pour préparer justement le fait qu'il soit pas là et anticiper peut-être le fait que le Gabon gagne la CAN. Bon, je sais pas, je dis une bêtise, mais enfin, voilà. C'est possible. On parle de Lemina, mais il y a aussi Attal, Boudaoui, Delors. Ça va, ça peut Non, pas Atal, partir, faut Ouais. pas compter Atal. partir en masse. Bon, Attal, il fait un début de saison compliqué, on va dire. Mais Camara aussi, non? ouais, Camara aussi, j'ai Camara, oublié. oui, Mais tout à bon, fait, Ouais, Camara avec aussi. la Côte d'Ivoire. Ah ouais, on va être totalement ça fait quand même dépouillé. beaucoup. Messieurs, petite question pour terminer sur Mario Lemina qui nous a été posée par Christophe, qui lance un peu le sujet, j'ai envie de dire. Est-ce que pour vous, Lemina est la meilleure recrue de la saison? Moi, j'ai un avis, je le donnerai plus tard. Bertigno, je te vois un peu cogiter, tu en penses quoi? Bah, c'est compliqué à dire. Je pense que je jugerais mieux la meilleure recrue de la saison d'ici la fin de saison. Mais sur ce début de saison, oui. Après, on verra à la fin de la saison parce que tu as Stengs qui va monter en puissance, qui peut faire des merveilles. Rosario, il est très bon. Bard aussi. Donc, bon, là, on commence à avoir des recrues qui jouent très bien. Donc, pour le moment, il est un cran au-dessus. Mais j'attends de voir toute la saison avant de définir la meilleure recrue. Alric? Bah, hors joueur, pour moi, enfin, avant de parler des joueurs, je pense que déjà le meilleur recrue, c'est ton entraîneur. Ouais, oui, ça Donc on est ça, c'est d'accord, je sûr. pense. Tu Ouais. m'ôtes les mots de la bouche. Oui, Tu c'est vois, tant que ça. la fin de la saison, bon, ta meilleure recrue, c'est ton entraîneur. Après Christophe Galtier, c'est compliqué parce que même Melvin Barr est une sacrée surprise. Donc pour l'instant, c'est entre Melvin Barr, entre Calvin Stein qui remonte en puissance, entre Rosario et Lemina, et Andy Delors aussi, pas oublier Andy Delors, Kluivert aussi, hein. c'est Ouais. compliqué. Un mec Kluivert, il s'est blessé, il se blesse encore. On sait qu'il a beaucoup de choses à montrer, mais c'est compliqué encore. Mais parmi tous les joueurs qu'on a cités, c'est dur de dire c'est lui le meilleur. Donc Ouais. on verra. Messieurs, alors je crois que c'est Alric qui en parlait tout à l'heure. On va se baser sur la performance aussi d'Andy Delors, qui a été absolument impressionnant et qui, en l'espace de quelques matchs, a montré toute sa polyvalence au poste de numéro 9, hein. Point de fixation, altruisme lorsqu'il s'agit de lancer les gouilleries, notamment en profondeur. Euh, euh, un pressing constant, une intelligence de jeu aussi dans les déplacements. Messieurs, est-ce que pour vous, Delors doit être un titulaire indiscutable? Quand je dis un titulaire indiscutable, c'est-à-dire que c'est le numéro 9 qu'on met tout le temps et on le greffe soit à Gouiri, soit à Dolberg en faisant des petites modifications tactiques, en mettant peut-être Gouiri un cran plus bas, etc. Bertino, tu en penses quoi? Eh ben, je pense que c'est une situation très compliquée pour Galtier parce que en fait, il a trois attaquants qui, hors blessure, sont très bons. Gros début de saison, hein. Donc tu as Dolberg à 3 buts, Gouiri 5 buts et Delors 4 buts. C'est trois attaquants qui enchaînent les bonnes performances, donc tu peux en mettre que deux. C'est très compliqué, mais là, c'est dur de mettre Delors sur le banc après ses premières prestations très réussies. Donc Gouiri, même s'il a eu un coup de moins bien avec ses pénaltys ratés, ses occasions ratées devant le but, bon, c'est quand même un joueur très important dans l'animation offensive. Et puis Dolberg, bon, quand il a son meilleur niveau, c'est un des meilleurs attaquants du championnat aussi. Donc pour moi, ça va dépendre. En fait, je pense qu'il va faire une rotation. On n'aura pas une attaque à deux attaquants qui va Hmm. être titulaire à tous les matchs, je pense. Et je pense que ça va dépendre des adversaires. Il va s'adapter. S'il y a besoin de plus un point de fixation, il y aura peut-être plus Dolberg titulaire. Donc voilà, après ça va dépendre de l'état de forme aussi de chacun, hein. Il y a plusieurs matchs dans la saison, il y aura la Coupe de France. Donc
va falloir faire tourner et je pense que ça va dépendre voilà, de l'état de chacun, une rotation équilibrée. Et bon, après, il y aura aussi des attaquants peut-être qui auront des coups de mou, hein, des coups de moins bien dans la saison. Donc voilà, je pense que ça va être une rotation et pas juste deux attaquants figés titulaires et un qui rentre derrière. Alric, tu rejoins un peu l'avis de Bertigno sur le cas de l'or. Ouais, je rejoins assez. Après, c'est vrai qu'on a envie de voir les trois associés parce qu'on a vu par exemple dans les derniers quarts d'heure à Nantes qu'ils pouvaient jouer tous les trois si Gouiri partait sur la gauche. Mm. En supposant, alors attention, je fais de la fiction, mais en supposant que Kluivert ait du mal à revenir, que Alexis Claude Maurice soit pas encore à son top niveau et que Boudaoui ce soit pas une bonne idée sur le côté gauche, on peut voir Gouiri passer à gauche et Delors et Dolberg être associés devant. Mais je pense pas que ce soit la solution qui sera privilégiée par Christophe Galtier. Je pense pas non plus que ce soit la meilleure solution sur un match entier. Peut-être que pour une fin de partie, pour animer un match qui soit un peu compliqué, par exemple comme contre Nantes, où il faut percer un verrou qui tient bien, peut-être que oui. Sur un match entier, associer les trois, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on a besoin de la mobilité de Gouiri devant. Et malheureusement, malgré tout le travail qu'ils peuvent abattre, Delors et Dolberg ne sont pas des joueurs qui font un travail de mobilité super important, si ce n'est celui de faire un pressing devant, oui, mais je pense que ouais, je pense qu'il va falloir faire tourner. Et on a des problèmes de riches, on va pas s'en plaindre. Ah, c'est À une clair. époque, à une époque, on mettait le jardinier parce qu'on savait pas qui c'est qu'il fallait mettre. Donc là, aujourd'hui, on a trois attaquants qui ont 15-20 buts dans les jambes à leur plein potentiel. Donc moi, totale confiance à Galtier par rapport à la gestion, justement. Euh, On va passer justement à une performance stéphanoise, parce que je sens que Max, là, on lui parle de Delors, Gouiri, Barre, Lemina, et il a des étoiles plein les yeux. Euh, Écoute, ça Non, mais c'est viendra. bien, moi j'aime bien entendre ces noms-là. Moi, si on pouvait rester sur ces noms-là, c'est très bien, hein, allez-y, hein. Ils enfilent un maillot de Saint-Etienne et puis c'est parfait, hein. Voilà, non, mais voilà, si les Mina. Même Barre, en fait, ouais, bon, il a fait une erreur de jeunesse, hein, quand on sait d'où il vient, mais sinon, après, on peut lui pardonner, tu vois. D'ailleurs, Même Gouiri, tu serais prêt à pardonner? allez, Gouiri, c'est plus Même compliqué. Mais d'ailleurs, moi, je trouve qu'il fait d'ailleurs un match énorme, hein. Il fait tellement mal aux défenseurs, Gouiri, à chaque fois qu'il prend le tu, ballon. tu as trouvé, Max, qu'il a fait un match énorme? Parce que moi, je l'ai trouvé Alors, vraiment en dedans, hein. alors, pas. Dans la finition, dans le dernier geste, on sentait qu'il était en difficulté. Mais quand tu regardes, il y a la facilité avec laquelle il touche le ballon et il élimine son vis-à-vis, je pense, ouais, voilà, exactement. Bah, au même moment, je vois le message d'Azukinho, m'a dit Camara, je pense que Amine Gouiri, il en rêve encore là, hein, Ah oui, de, c'est vrai qu'il y a de- cette action. Elle est Ouais, incroyable, cette Ah action. ouais, non, mais il a c'est une dur. facilité balle au pied qui est assez violente, hein. Ben, alors, si on peut juste faire un petit aparté sur Gouiri, je sais pas ce que tu en as pensé, Bertigno, mais moi, je l'ai trouvé plus inquiétant parce que finalement, dans les choix de passe, alors peut-être qu'il était un peu émoussé physiquement, donc il y a eu ce changement vers la 65e, je crois. Mais dans le jeu, justement, dans les passes, il paraissait un peu en délicatesse, l'ami Gouiri. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Bertino? Moi, je pense que bon, il a fait globalement un match correct, voire un bon match, je pense. Mais ouais, il a pêché dans la finition. Ça, c'est clair qu'il a raté une ou deux occasions assez importantes. Il a perdu quelques ballons au milieu de terrain, mais bon, il est quand même fort. Il pèse sur la défense, il part en dribble et il est très difficilement arrêtable. Donc, en fait, il nous a tellement habitués à faire des merveilles toute la saison dernière et ce début de saison que maintenant, une prestation, on va dire, correcte, on trouve ce qu'il a en dedans. C'est Mais exactement ça, ouais. je pense que Ouais, globalement, il fait quand même un match très très correct, hein. Il y a pas grand-chose à dire quand même. c'est le problème que vous avez, c'est que vous avez les problèmes de riches maintenant, c'est-à-dire que vous êtes un peu trop exigeant peut-être. Ben, c'est ça. C'est clairement ça. Pour moi, c'est ça, hein. Non, On parce que attend toujours plus.
il te fait un bon match, hein, il te marque son but. C'est vrai que dans la finition, il a un problème, mais je trouve que c'est vraiment dans le jeu que je trouve intéressant. Il est toujours bien placé. Il attire vraiment bien les ballons. Enfin, c'est vraiment un très très bon joueur, hein. Je pense que Lyonnais, entre lui et Barre, il doit avoir quelques regrets là aujourd'hui, là, quand même. Ah oui, oui. Ah ben c'est clair qu'on a Ryan Cherky dans le viseur, hein, je pense pour le mercato estival prochain. Maxence Bon, si on Cacré, peut, moi je prends. si on Lui, prend en vrai, vous, Cacré avec. vous C'est emmerdez clair. peut-être pas. Vous emmerdez peut-être pas avec Sharky, Hein. je pense que Moi je préfère Cacré. Hein. ouais, Cacré serait mieux pour vous. Ah ouais? Ah bah moi si on a la possibilité de faire Cherky, je prends Cherky, hein. Mais Ouais, après mais bon, si tu veux voir Galtier lui mettre une paire de claques à chaque entraînement, Ça lui oh ferait du bien, peut-être. ouais mais finalement est-ce que ça fait pas partie aussi de la formation de jeunes joueurs? Bon là on s'évade un peu mais est-ce que Alric est d'accord sur le message de Christophe qui dit on est peut-être un peu trop habitué au masterclass d'Amine, ce que disent un peu Bertigno et Max? Oui, parce que on se souvient que l'année dernière, il a porté l'OGC Nice. C'était le seul qui était capable de mettre des buts. Alors, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était sa première saison en pro et il a porté l'OGC Nice. Et puis il a démarré la saison de manière excellente. Parce que aujourd'hui, il est à 5 buts, 2 passes décisives. S'il avait planté ses 2 pénaltys, il serait à 7 buts, donc déjà bien bien loin au classement des buteurs. Donc bien sûr qu'on a toujours envie de le voir pas surperformer, mais performer très fort parce qu'on sait qu'il a un potentiel incroyable, parce qu'on sait qu'il fait mal aux défenses, parce qu'on sait qu'il est à droit dans le but, même si sur penalty ça commence à devenir compliqué. Petite blague. Mais voilà, bien sûr, on s'est habitué à du très bon, donc forcément dès qu'on le voit un peu moins bien, enfin un peu moins bien, mais dès qu'il marque un peu moins de buts ou qu'il se crée ou qu'il est moins en réussite, on a tendance à dire qu'il fait un moins bon match. Mais finalement, hors le match contre l'Orient, qui est son premier match raté, Oui, oui, c'est vrai. non, non, je pense qu'il a fait un match très correct. Et même si son but est chanceux, il a le mérite de prendre ses responsabilités, de tirer son coup franc. Et au final, ça rentre. Donc après, j'ai envie de vous dire, on gagne. Et il marque. Qu'est-ce qu'on va lui demander de plus? Alex nous dit attention pour Amine Gouiri, la montée du boulard. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Non, il n'y a pas ça. Je suis pas Non, il n'y a pas forcément ça. d'accord avec ça parce que il faut écouter Galtier qui en parle, hein. Gouiri était quand même vachement affecté par ses deux loupés par rapport justement à sa responsabilité en tant que tireur attitré, enfin, du moins en l'absence de Dolberg en tant que tireur attitré du gym. Euh, non, 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 c'est pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas un Kylian Mbappé pour prendre un peu la tendance du Voilà, moment. par exemple. Donc non, non, je pense pas qu'il y ait ça. Messieurs, je vous propose de passer au super quiz, à moins que vous n'ayez autre chose à ajouter, un joueur à mettre en avant, un joueur que j'ai oublié. Peut-être aussi euh, féliciter On parle un. d'Atal. Alors, on peut parler de Youssef Attal. Alors moi j'ai tweeté, alors peut-être que ce tweet a été je vais m'en vouloir la semaine prochaine, mais j'ai trouvé Attal bon défensivement. Je ne pensais pas dire ça un jour. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, Bertigno, du match de Youssef Attal? Ben, c'est vrai que d'habitude, il nous habitue à être bon offensivement et moins bon défensivement. Et là, sur ce match, c'était l'inverse. Défensivement, il a été sérieux, il a fait les bonnes interventions. Par contre, offensivement, on retrouve pas le Attal qu'on a connu à ses débuts chez nous. On n'a pas le Attal qui percute, qui met le feu dans la défense, qui s'en va centrer et déborder. Donc, mitigé en fait. Mais à l'image de son début de saison, on sent qu'il joue un peu avec le frein, comme s'il osait pas. Je sais pas trop, mais c'est pas le Attal qu'on a connu. Alors, justement, Alric, par rapport à ça, est-ce que ce serait pas justement la patte Je Galtier? pense qu'on le reverra plus. Hein. Je pense qu'on reverra plus le Atal d'avant. Excuse-moi, je t'ai Ouais, coupé, mais je pense qu'on c'est possible. reverra plus le Atal d'avant. Est-ce que justement le fait qu'il Vas-y. qu'il soit un peu plus bridé offensivement, qu'il se projette un peu moins, qu'il soit moins, on va dire, insouciant, est-ce que ce serait pas la patte Galtier justement qui demanderait à Attal d'être un peu plus un latéral qu'un latéral offensif finalement? Non, je suis pas convaincu. Je pense que si on voit pas la percussion d'Atal, c'est parce que je pense que son physique commence
à le brider naturellement, dans le sens où il a quand même beaucoup de blessures récurrentes et que peut-être que sa capacité de percussion, sa capacité de dribble, toutes les différences qu'il a pu faire par le passé aujourd'hui, bah, il les fait moins. Ensuite, l'effet de surprise d'un joueur aussi virevoltant est beaucoup moins présent parce que finalement, quand tu regardes, sans vouloir lui manquer de respect, il a quand même un QI foot qui est pas très haut, quoi. Parce à part courir tout droit, partir en dribble et tenter un crochet pour faire la différence, c'est un peu compliqué, quoi. Après, il place pas un centre correct. Enfin, on va revenir 30 secondes sur son match à Lorient, mais c'était ça, hein. Il plaçait pas un centre correct, il faisait pas une différence. Offensivement contre Saint-Etienne, peut-être parce que c'est Saint-Etienne en face, pardon Maxime, mais ouais, il a tenté un peu plus de trucs. Maintenant, il m'a pas impressionné. Après, défensivement, oui, peut-être c'est son nouveau style de jeu qui veut ça. Peut-être qu'offensivement, défensivement, comme il est moins percutant devant, eh ben, il donne plus défensivement. Bon, il n'y a que Denis Bonga qui a réussi à se faire tacler par Attal parce il a vu arriver de 10 mètres. Il n'a pas réussi à l'éviter, ça j'ai pas compris. Mais bon voilà, je suis pas certain qu'on puisse revoir le Attal virevoltant de la première saison. Déjà d'une parce que je pense qu'il a surperformé et de deux parce que physiquement je pense qu'il est déjà un peu cramé. Et Et que j'ajouterais Alric, par rapport à ton développement, que est-ce qu'on a vraiment envie de voir le Atal d'il y a quelque temps? Est-ce qu'on en a besoin aussi finalement? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit notre armada offensive, que ce soit Stanks à droite, Kluivert à gauche quand il n'est pas blessé, Boudaoui qui peut aussi jouer sur un côté, Gouiri qui peut aussi jouer sur un côté, est-ce qu'on a besoin finalement des exploits offensifs de Youssef Attal au sein de l'OGC Nice? Moi, je ne pense pas à l'heure actuelle. Bertigno. je suis pas. Moi, Ah, pardon. Oui, non, mais. je commence doucement et après, je te laisse. Mais non, mais du coup, je pense que on n'en a pas forcément besoin parce qu'on a une force offensive impressionnante. Mais d'un côté, ça te laisserait une option supplémentaire offensivement parce que tu as Stengs qui revient beaucoup dans l'axe et Stengs, ça lui offrirait du coup les arrivées de Delors, de Dolberg, de Gouiri et Attal sur le côté droit. Donc tu libères l'espace pour Stengs et alors là, avec sa qualité de passe, il va se régaler, hein. Donc, pour moi, ce serait une option intéressante, mais maintenant, s'il est plus capable de les faire physiquement, bon, bah, tant pis, hein, on le fera avec et bah, ce sera le meilleur entre lui et Lotomba qui jouera. C'est comme ça. Après, est-ce qu'on a besoin de ces percussions? Pas forcément, mais moi ce que j'aimerais avoir, c'est un latéral qui monte, pas toujours, pas tout le temps, mais qui arrive au moins à placer des centres. On se plaint pas du fait que Melvin Barr délivre des passes décisives, des très bons centres, alors qu'il monte très peu. Donc pourquoi Attal ne serait pas capable de faire la même chose? Ça lui demanderait juste de modifier son jeu. Peut-être qu'effectivement, on n'a plus besoin de cette percussion, mais moi, le fait qu'il monte, qu'il tente des choses et qu'il au moins essaie d'apporter le surnombre et délivrer des bons centres, moi, je suis pas contre. Je pense aussi que le système de Galtier, avec des ailiers, si on prend Steins à droite et potentiellement Alexis Claude Maurice ou Kluivert sur le côté gauche, c'est des joueurs qui sont amenés à rentrer sur leur pied, inversé. Du coup, ça laisse de la place aux latéraux. Et je pense que le système de Galtier n'interdit pas aux latéraux de monter. Donc, si aujourd'hui il est plus capable, pour revenir à ce que disait Bertillon, si aujourd'hui il est plus capable de faire la différence physiquement, ben, ok, mais au moins qu'il s'applique à faire des centres corrects, à offrir de vraies possibilités. Parce qu'aujourd'hui, quand il monte offensivement, il ne sert à rien. Hmm. Parce qu'il perd le ballon. Il est extrêmement prévisible, je trouve, dans ses dribbles et dans sa façon de monter. Là, je vais citer le podcast avant Chinissa, puis Sky disait justement que finalement, la victoire pour Youssef Attal, c'est d'avoir fait un match complet. Et ça, c'est déjà une très bonne chose finalement. Il ne faudrait peut-être pas en attendre trop. J'aimerais aussi parler du match de Stengs, qui se font progressivement dans le collectif. Max, je te vois acquiescer. C'est du petit lait, hein, ce joueur, hein. C'est du pied, surtout que c'est un des rares joueurs de Nice dont j'arrivais pas à me faire vraiment une idée de son niveau de jeu, de vraiment de ses qualités.
Et là, on le voit doucement prendre de plus en plus ses repères, se montrer de mieux en mieux, que ce soit dans l'effectif, dans le déplacement, dans la manière d'aller chercher le petit geste. Non, vraiment, c'est un joueur très intéressant et je pensais vraiment pas qu'on avait que vous aviez ce genre de joueur à Nice, en tout cas en la personne de Sainz. Donc, très très bonne surprise et je pense qu'il va vous faire une très belle saison en tout cas. Sur l'action du but, on a l'impression Bah que oui, là, c'est simple, Bertigno, mais la facilité de conduite de balle, bon, la passe est belle de Thuram, mais il ajuste d'une facilité le portier stéphanois, c'est un but FIFA, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein, il se remet bien sur son pied gauche, et là il ajuste tranquillement, c'est puissant, c'est précis, c'est comme il faut. Après, sur son match, bon, il perd quelques ballons au duel. Il a besoin quand même physiquement de s'endurcir un peu, de prendre le rythme de la Ligue 1. Mais par contre, c'est vrai que son jeu de passe est assez impressionnant, hein. Il a délivré des caviars à Guiri, à Delors, déjà contre Lorient. Donc, non, il monte en puissance. C'est vraiment bien parce qu'avec sa blessure en plein milieu de la préparation, c'était compliqué. Donc, ouais, il commence à revenir et je pense qu'il va nous offrir de belles prestations, il va nous faire du bien dans l'animation offensive. Donc c'est tout bénef pour nous et voilà, ce premier but, ça va lui donner de la confiance pour continuer. Juste avant de donner la parole à Alric sur Calvin Stangs, oui, effectivement, Green était suspendu, Alex, sur ce match. Il a pris un carton rouge contre Monaco. Alric, ton avis sur Calvin? J'adore Calvin. Non, j'adore. Je fais partie des gens qui pensent, peut-être comme Bertigno, qu'il faut lui laisser du temps et que petit à petit, il continuera à monter en puissance pour finir par être le crack qu'on attend. On n'a pas payé 17, 15 ou 17 millions pour rien. Donc, non, un crack, il en est un parce qu'on le voit avec ses prises de balle, on le voit avec sa facilité pour faire des passes. Moi, j'ai vu quelques passes quand même qu'il a délivrées sur le côté gauche pour Camara. Je me dis que si les joueurs qui sont autour de lui prennent la mesure des capacités, notamment de passes qu'il a, il y a de quoi faire des passes décisives sur passes décisives lors des prochains matchs à gogo. Et puis en seconde mi-temps, en très peu de temps, il se crée deux occasions, dont une qui part au fond, une petite occasion qui, je pense, il fait pas de bon choix sur l'arrêt de Baïch. Il fait pas le bon choix parce que je pense qu'il pourrait croiser pour aller chercher le petit filet opposé. Mais bon, je pense qu'il a besoin de se mettre en confiance. Il tente un geste plutôt simple. Le gardien la sort. Il se dit au moins on m'a frappé cadré. Je pense que son Ouais, but est plus tout à compliqué. fait. Et il a tout le mérite de la mettre parce qu'il a un angle un peu bâtard Mm. et il arrive à la placer exactement où il C'est- veut. Donc les capacités, il les a. Maintenant, il faut du temps. Et je pense que si tous les joueurs autour de lui prennent la mesure de son talent, prennent conscience de tout ce qu'il a comme potentiel, il peut exploser à vitesse grand V. C'est un peu effectivement l'impression que ça donne sur sa frappe intérieure du pied au premier poteau, où t'as l'impression surtout qu'il veut se rassurer, qu'il veut assurer la frappe, peut-être surprendre aussi le portier, mais à ce moment-là, je me suis aussi questionné sur le choix de ne pas avoir croisé son tir. En tout cas, il monte progressivement en puissance, ça fait extrêmement plaisir, et c'est un joueur qui pue le foot. Et on espère qu'il nous sortira une grosse saison et qu'il sera aussi débarrassé des soucis de blessure qu'il avait eu en début de saison. Un petit mot juste pour finir sur les joueurs, sur Walter Benitez. Walter Benitez qui l'année dernière a été peut-être un peu dans le dur, on va dire, tout comme le reste de l'équipe, et qui cette année paraît différent, paraît beaucoup plus... ça a toujours été une armoire, mais là il paraît encore plus costaud, il paraît plus sûr, et surtout il sort dans sa surface. L'année dernière on pouvait lui reprocher deux choses, les sorties dans la surface et le jeu au pied. 81% du temps il dégage de son pied gauche, on dirait que le mec c'est Ter Stegen, en toute proportion gardée bien sûr. Mais je sais pas, Bertigno, ton avis sur le renouveau de Benitez? Ah bah, c'est le jour et la nuit un petit peu avec la saison dernière, hein, parce que dans le jeu au pied déjà c'est beaucoup mieux, hein. On l'a vu là contre Saint-Etienne, des relances avec des dégagements à la sud-américaine là, sur Delors, c'était vraiment fort. Et À la David Ospina. ouais, voilà, exactement.
Et sur sa ligne, c'est très bon. Pour le moment, il n'y a pas eu de faute de sa part. Dans les airs, par rapport à la saison dernière, c'est vraiment impressionnant parce qu'il sort, il va au contact. Voilà, donc il est en confiance avec sa défense. Il est, je pense, plus en confiance lui-même avec ses qualités, avec sa défense, avec l'équipe tout court. Et bah, du coup, toutes ses qualités ressortent et c'est tant mieux pour nous. Alric, un petit mot sur Don Walter. Non, bah, pas plus que ce que vient de dire Bertigno. Il a mis le doigt sur une chose très importante. Il est en confiance Hmm. avec sa défense. L'année dernière, il a montré toutes ses limites, mais aussi parce que la défense qu'il avait était aux abonnés absents. Aujourd'hui, que ce soit, même s'il a été moins bon, Danny Luke et Dante ou Dante et Todibo, il sait que de toute façon, les trois quarts des ballons ne passeront pas. Donc lui, il aura un arrêt ou deux à faire dans le match. Il arrivera à les faire. Il ne sera pas constamment mis sous pression. Donc forcément, ça lui fait gagner en confiance. Et bien évidemment, il avait des lacunes avec les sorties aériennes et le jeu au pied parfois. Écoute, pour l'instant, il a montré qu'avec son gabarit, il arrivait à s'imposer. Et c'est quand même plutôt pas mal parce que bah, c'est un joueur qui est capable de déménager avec le gabarit qu'il a. S'il peut ajouter cette corde à son jeu, ça ne serait que tout bénéf pour la défense et pour lui en tout cas. En tout cas, il fait plaisir. 3 buts encaissés pour l'instant sur ce début de saison. Et surtout une sérénité assez impressionnante. Messieurs, nous allons passer au super quiz. Le super quiz, vous connaissez. 5 petites questions. Alors là, voilà. Max il avance le siège. Il avance le siège. Allez, c'est bon. Moi, je suis venu pour le quiz. Les parties FIFA qui deviennent de plus en plus sérieuses à partir d'un moment. C'était exactement le même sur FIFA, quoi. Messieurs, donc 5 questions mêlant Nice et Saint-Etienne. Le tenant du titre n'est autre que notre cher ami Alric. Et aussi une stat importante, Alric avait perdu donc c'était le débrief de Nice-Monaco, avait perdu le quiz. Dans la foulée, Nice a perdu. Donc, moi je pense qu'il y a un rapport, un rapport à faire. Voilà. Donc, bon, je t'ai filé les questions juste avant, Alric. Bon, tu en fais bon usage, bien sûr. J'ai pas reçu de mail. J'ai pas reçu de mail. Je vais regarder dans mes indices. Les gars, on y va. Skito, Alric est trop chaud aussi. Ah, mais Alric, il est on fire. Les gars, première question. Donc, juste pensez bien à donner votre prénom pour prendre la parole le plus rapidement possible pour que vous puissiez donner votre réponse. Première question. Claude Puel et Christophe Galtier ont entraîné les deux clubs. Donnez-moi un autre entraîneur qui en a fait autant. Antonetti, non? C'est Max? Oui. Alors Max, le point est validé, mais t'as pas dit ton prénom, Max, attention. Ah, C'est un dire Max non, Antonetti, du coup. voilà, Max, et la prochaine ouais. voilà, c'est un carton jaune, la prochaine fois c'est rouge. Deuxième question, donc effectivement, Fred Antonetti, hein, la pépite. Deuxième question. Contre quelle équipe l'AS Saint-Etienne a-t-elle remporté son dernier match de Ligue 1? Max, Marseille, mais Oh. en mai 1-0. Ça fait 2 points pour Max. Ouais, mais ça, Alors c'est là, un cadeau pour eux. c'était un peu plus... C'est un cadeau. C'est la stat qu'on a aimé sortir hier, là, donc. Ah ben, je peux te dire que ça m'a fait plaisir de la ressortir aussi quand j'ai préparé mon quiz. Hein. Non, c'est pas Evian Tonon Gaillard, Skito. Dommage, t'étais pas loin. la dernière victoire en 2014, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, on cherche un joueur, les gars. Je vais vous donner son parcours. Et puis, dès que vous l'avez, vous donnez votre prénom. Et puis, je vous donne la parole. Olympique Lyonnais, où il a été formé. Guingamp. Alric, David Ebuc. Oh là là, ça c'est beau. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Dès Guingamp, tu l'avais? Non mais attends, t'as bossé, c'est pas possible. Ah, il est fort. T'as dit Olympique Lyonnais, il me semblait qu'il avait été formé à Lyon, donc Ben moi, je n'étais pas au courant qu'il était formé à l'Olympique Lyonnais, notre cher David Elbuik. Donc Guingamp, Lausanne Sport, Saint-Etienne, PSG et OGC Nice, retraité en 2012, David Elbuik, gaucher magnifique. Ouais, moi j'aimais bien ce joueur aussi. Un gros frappe. Quatrième question.
Claude Puel a entraîné plusieurs clubs dans sa carrière. Monaco, Lille, l'OL, Nice, Southampton, Leicester et la SSE jusqu'à la semaine prochaine. En termes de pourcentage de victoire, quelle est l'équipe dans laquelle il a le plus performé? Lille, Max, Lille. Faux. Alric, Lille. Non. Vincent, Southampton. Alric, Lyon. Lyon. Non. Lyon. Non. Max, Nice. Non. Max, Leicester. Non. Leicester. Max, Monaco. Leicester. Ah, celui-là. Il en reste qu'une au bout d'un moment. Il en reste vraiment qu'une. Ah. C'était, En pourcentage, c'est Monaco. alors en pourcentage, alors s'il y a des pros, s'il y a des pros de la stat, voilà, moi j'ai Monaco, ensuite Lyon et ensuite Nice. Bon, le Saint-Etienne n'est pas dans le top 3. Hein, Putain, Monaco. donc ça fait 3 points pour Max. Aïe 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 aïe. Donc pour l'amour du beau jeu, on va faire la dernière question, mais Ouais, ça sent pas bon pour notre match à domicile contre Brest en tout cas. Ouais. Ça Non, sent mais vraiment pas bon. le dernier point est bancal quand même. Dernière question. Lors de la saison 2012-2013, Saint-Etienne reçoit Nice pour le compte de la 27e journée de championnat. Le score se finit par 4-0, mais l'essentiel est ailleurs, autour de ce match. Que s'est-il passé? Max, les débordements. Ah, Alric, blessure de Jérémy Clément Ah, par un c'est ce que tacle j'allais dire. assassin de Van der Streek. Aïe 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 aïe, il a toutes les Ah infos, oui. bien joué. Bien joué. Clairement. Bon, ben, Bertigno, merci d'avoir participé, en tout cas, c'est un plaisir. Ouais, j'avais des réponses, mais une seconde après. Et les gars, je tiens quand même à vous dire que Alric, il y a un décalage de son, donc il part toujours avec 1 seconde et demie, 2 secondes de moins que vous. Hein. Ah ouais, mais c'est le master aussi. Ah ouais, non Bravo, mais... alors. Là, Bon, bah en tout Ah, cas, mais- bravo Max. Et Hein. pourtant, j'ai la fibre. Bon, Max, bravo, tu gagneras peut-être pas le derby, mais au moins tu gagneras le super quiz du Club Pancho, et ça c'est déjà pas mal. ça. On a sauvé l'honneur sur ça au moins, c'est déjà ça. C'est pas mal. Ouais. C'est comme le fameux but que tu mets, c'est quand tu prends Et 6 nous, buts on dans la perd tronche, la tu dis Grèce. allez. Les gars, non, ne vous faites pas le visionnage de la blessure de Jérémy Clément. Hein. Si vous venez de manger, Ah c'est non, peut-être je pas peux forcément je le peux bon plan. pas sur trois. Non. Non, ouais, non, c'est Non, dur. c'est atroce. Mm. Les gars, dernière Ça rubrique. va traumatiser. Hein. Ah ben, ça a traumatisé aussi Esseric, hein, je pense, hein, parce que... Oui, c'est ça que je voulais dire, ça a traumatisé Ah oui. les séries. Hein. Ah ouais, ouais. Bien entendu. Les gars, dernière rubrique de cette émission. Le Prono Time. On va se projeter donc sur les prochains matchs de nos équipes respectives. Donc ce sera à la réception du Stade Brestois pour l'OGC Nice, et puis donc le derby pour Saint-Etienne qui accueillera le voisin lyonnais. Bon, on a déjà un peu teasé, mais Max, ton ressenti à l'approche de ce match, on te sent vraiment fébrile. Non, je pense que Nice va gagner Ah non, non, là, facilement, là, je te à parle, Brest. là, je te parle Ouais, non, mais de oui. Saint-Etienne. Ouais. Oui, non, mais je mets de côté ce match-là. Non, D'accord. plus sérieusement, Nice, non, si- moi je vois un 3-0 minimum pour Lyon, parce que je me sens tellement faible et les têtes tellement ailleurs que ça va être compliqué. Il faut espérer un rebond, mais ouais, je sens un 3-0 minimum pour Lyon, là. Aïe, aïe, aïe. Et putain que c'est dur, je peux vous dire, pour un verre de devoir pronostiquer la victoire des trucs à côté là. Bon, après, tu me diras, l'année dernière, vous avez pris 5-0, ce sera du coup un peu mieux, quoi. Ouais, non mais on commence à s'y faire. C'est-à-dire, on en est à un point où on se chambre limite plus, quoi. C'est-à-dire que les Lyonnais ont pitié de nous, quoi. Donc c'est dire notre fierté en prend un coup là, mais. Ouais, c'est dur. Bertigno, ton avis sur le derby entre Saint et Lyon? Bah, en fait, ça va être tout ou rien. Soit Saint-Etienne fait preuve montre de l'orgueil et arrive à sortir une prestation d'homme et une prestation de guerrier, et arrive à embêter cet Olympique lyonnais. S'ils n'arrivent pas à mettre le pressing, l'intensité et la qualité qui va avec, par contre Lyon c'est au-dessus, hein, en termes de qualité d'effectif. Donc s'ils sont pas au rendez-vous, les Verts, ça risque de faire une lourde addition pour eux. Donc potentiellement, ouais, moi je vois un 2-3-0 pour Lyon, ça m'étonnerait pas. Ok. Alaric?
Moi, je conseillerais à Saint-Étienne de recruter Armand Lorienté pour marquer des coups francs, parce que visiblement, ça lui Pas plaît mal. contre Lyon. Ou Payet. Voilà, non, mais blague à part, honnêtement, je vois pas comment Saint-Étienne peut marquer. Déjà, ça, c'est un problème. Et puis surtout, avec Paqueta qui est en super forme côté lyonnais, même s'il n'a pas fait un super match contre Lorient, je pense que ça va faire très très mal. Donc, ouais, 3-0 minimum pour Lyon. Ah ben ça a le mérite d'être clair. Eh bien, c'est toujours compliqué d'être le dernier à parier parce que j'ai pas envie de dire 3-0 alors que je pense qu'il va se passer ça. Je Non, pense mais que... tu peux te faire un 5-0 sans trop te mouiller, hein, t'inquiète. Bon, ok, 5-0. Non, non, mais sur le match, Attendez, sur le match, j'ai envie de tenter j'ai envie de tenter un truc. Je pense que, à défaut d'être meilleur sur le terrain, Saint-Etienne va peut-être essayer de jouer sur la malice, peut-être essayer voilà, avec le public avec eux, euh, tendre un piège, on va dire, à Lyon. Néanmoins, moi, je pronostique un carton rouge pour Saint-Etienne, ça c'est Oh sûr. bah, oui. Et je pense qu'on va même essayer d'en prendre 4, comme ça on perd 3-0 sur tapis vert, ça nous fera moins mal. Ouais, et puis je vois un 2-0 un 2-0 pour Lyon. Je vais pas pronostiquer le carton rouge parce que ça n'a pas de sens, mais je vois pas autre chose qu'une victoire lyonnaise sur ce match. Le match. alors j'ai une question. Attends, j'ai une question pour Max, 30 secondes, si tu me permets. Est-ce que tu penses que les joueurs peuvent totalement abandonner ce derby pour faire partir Claude Puel? Oh, alors là. Non. Alors là. Non, parce que t'as des joueurs qui sont quand même formés au club. Je pense que certains sont quand même attachés à ce club et ça reste quand même certains qui ont un mental. Genre Kazri, par exemple, je vois pas un mec comme Kazri lâcher un match, ne serait-ce que pour lâcher Puel. Euh, mais c'est ce que je disais avant l'émission, c'est ça qui me fait peur, c'est que même si par miracle, on sait jamais, les astres décident de s'aligner un peu, on arrive à faire ne serait-ce qu'un match nul dans le derby. Euh, je vois pas comment tu peux garder Puel malgré tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, les joueurs vont pas lâcher. Ne serait-ce que pour le club et par fierté. Mais c'est vrai que c'est une idée qui, qui peut se creuser parce que surtout si on Parce leur dit qu'aujourd'hui, bon, que c'est derby, quoi. le clubisme avec les joueurs, c'est compliqué, quoi. Donc, peu de joueurs sont attachés à leur club au point de vouloir le défendre jusqu'au bout, à part les Ouais, joueurs mais t'as formés beaucoup de joueurs directement. formés. C'est pour ça que je pose cette question. Ouais, c'est pour ça que je Aujourd'hui, pose t'as la beaucoup de question. joueurs formés à Saint-Etienne. C'est ce qui peut essayer de faire un peu la différence. Mais Ouais, non, puis non, Ok, merci. j'espère qu'on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser vraiment. après, que je veux dire, quand tu connais la ferveur qu'il y a autour de Saint-Etienne, c'est juste dommage d'en venir là pour sortir un entraîneur. Après, on sait que la musique, c'est toujours pareil, hein. Dès que les résultats ne fonctionnent plus, qui c'est qui saute, c'est l'entraîneur. Alors que bon, c'est c'est un peu compliqué. Messieurs, Nice-Brest, Bertigno, retour à domicile, retour des supporters malgré la fermeture de la Populaire Sud. Comment tu vois ce match? Bah, déjà, on va tomber sur une équipe de Brest qui, je crois, n'a toujours pas gagné en Ligue 1, si je ne me trompe pas, qui ont 4 points au compteur, donc Brest en difficulté. J'ai pas trop regardé comment ils jouaient, donc j'ai pas vu trop de matchs de leur part. Je sais pas trop comment ça évolue. Mais ouais, là, pour moi, c'est la victoire impérative, hein. C'est le genre de match que tu dois pas laisser passer si tu veux rester accroché au podium. Donc, on va avoir les retours de Boudaoui, Dolberg. Donc ça va faire du bien aussi. Ça va faire beaucoup de bien. On aura Todibo à 100%. Je pense que allez, je vais me mouiller avec un petit 2-0. 2-0, je pense que ce serait bien. Une petite victoire comme ça pour le retour à la maison. Alaric? Si j'avais pas perdu le quiz, je dirais qu'on s'imposerait facilement. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai un petit peu regardé le match contre Metz. Bon, bah là, ils sortent d'une défaite contre Metz 2-1. Plus ou moins pas mérité, parce que bon, ça joue un peu Brest, c'est pas la folie, mais il y a des joueurs de qualité. Je pense à Steve Mounier, je pense à Fèvre, qui sont des bons petits joueurs. Maintenant, je pense que c'est largement à la portée de l'OGC Nice. Et je dirais une victoire, ouais, 2-0 comme Bertillon. Max?
Je pense que ça va être un match très intéressant à suivre. C'est deux équipes qui jouent très bien au football. Il y a de la qualité des deux côtés. Mais je vois vraiment cette équipe de Nice supérieure, que ce soit dans le jeu et sur le papier. Et je pense que Brest continuera sa série sans victoire. Ne serait-ce que pour qu'on soit pas tout seul au fond du classement. Donc non, je vois ouais, 3-1 pour Nice. 3-1, eh bien, c'est, il va y avoir, enfin, j'espère une victoire forcément. Ouais, 5-0. Alex, il y a une enflammade là dans le chat. Non, je pense pas qu'il y aura 5-0. Brest, ça peut jouer et surtout, je pense que on va devoir tenir le ballon. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à marquer rapidement, il va falloir qu'on se renouvelle un peu dans la façon d'aborder le match et l'animation offensive. Donc ça va être aussi important. Est-ce que ça va être le même match que contre Reims où justement on a eu du mal à déverrouiller un peu la défense? Je sais pas. Franchement, même 1-0 je prends, mais ouais, allez, on va dire 2-0 avec un but à la dernière seconde sur un contre tueur de notre cher ami Amin Gouiri. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut avoir un match un peu compliqué comme contre Reims parce que tu peux tomber sur une équipe qui va défendre assez bas, qui va être organisée. Donc, Ah, quand ça c'est à nous de dépend. faire le jeu, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est là qu'on va voir aussi si on arrive à s'adapter et à se positionner différemment à domicile, devant nos supporters. Voilà, on va pas mettre le Sans bloc les ultras, sans les ultras, mais sans les ultras, ça compte. C'est dans ce genre de Ouais, match que bah, j'aimerais voir. vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est dans ce genre de match où j'aimerais que Attal parte en débordement et prenne plus de risques offensivement pour débloquer la situation, un par petit exemple. grain de folie, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'il va falloir, hein. Si tu fais simplement tourner la balle sans chercher le décalage par le dribble ou par la passe très précise et la passe cachée, on va dire, je pense que tu peux avoir un match où ça va être fermé. Donc, ouais, un peu de folie, ce serait bien. Mhm. Alric, ouais. Ouais. Bah, après, c'est difficile de le comparer. Enfin, on peut penser que ça peut ressembler à un match comme contre Reims. Après, bon, on n'a plus Ndoye, on n'aura pas d'Acuna sur le côté. Enfin, on n'aura pas ces joueurs qui ont manqué de beaucoup de choses lors de ce match. Je veux dire, si Ndoye, il avait réussi, ne serait-ce qu'une des toutes les passes qu'il avait ratées, on aurait réussi à marquer contre Reims. Là, il y aura quand même Andy Delors, Gouiri, peut-être Dolberg devant. Donc déjà, il y aura beaucoup plus de choses. On aura une équipe qui se connaîtra beaucoup mieux. Après, oui, c'est intéressant de la voir dans l'optique de se dire, elle fera peut-être pas le contre, la transition rapide, mais peut-être avec la possession du ballon. Et comme c'est pas arrivé beaucoup depuis le début de la saison, c'est vrai que je suis curieux de savoir comment ça va se passer face à un bloc qui, lui, par contre, pourra nous prendre en compte Mm. avec les joueurs rapides qu'ils ont. On est assez d'accord. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous vouliez aborder d'autres choses avant qu'on clôture ou a-t-on survolé tous les sujets possibles? Bon, Moi, on a fait le tour. Je pense que je vois pas de choses c'est- forcément à ajouter. Si ce n'est peut-être un Ah petit si, mot. j'avais peut-être une petite question. Ah, Mais vas-y, vas-y, vas-y. moi j'avais juste un petit mot pour les supporters niçois qui ont fait le déplacement et qui ont subi un acte qui m'a fait un peu rire quand même. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais ils ont été Juste, Ouais. refoulés à l'entrée de la ville parce qu'ils étaient alcoolisés. Euh, je trouve que c'est vraiment de la fumisterie parce que je connais pas un seul déplacement de supporters qui se fait où les mecs sont pas alcoolisés et c'est pas ce niveau de débordement pour autant. Je peux comprendre que le match faisait peur avec les débordements qu'on a depuis le début de saison, mais dans ce cas-là, tant qu'à se faire critiquer, autant prendre le courage jusqu'au bout, annuler le déplacement et pas faire venir des mecs jusqu'à Saint-Étienne, les refouler à l'entrée de la ville et les faire repartir en bus. Donc voilà, je suis assez désolé pour les supporters niçois qui ont subi vraiment un acte complètement délirant, mais bon, on est place après avec nos préfets. Voilà. C'est vrai. Merci de le souligner. Justement, tu as
as parlé de ce sujet-là, c'est justement là où je voulais en venir. D'après ce que j'ai compris, bon, il dit, enfin, la raison officielle, c'est que 200 supporters étaient alcoolisés. Je refuse de croire que 200 supporters étaient alcoolisés. Je refuse de croire que 200 supporters aient subi un test d'alcoolémie. Surtout qu'on a vu des photos qui ont été prises par certains de nos supporters où on les faisait, où ils étaient escortés pendant plus de 300 km pour le retour à Nice, où il y en a certains qui ont dû marcher sur l'autoroute à contresens à certains moments. C'est absolument n'importe quoi. Et donc, en fait, tout ça parce que ma question de base, c'était surtout par rapport au fait que les supporters stéphanois ont demandé à parler aux joueurs. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est dit parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, les supporters qui demandent des comptes. Alors, déjà, faudrait parler vraiment du lien très fort qu'il y a entre les groupes d'ultra et le club, surtout les Magic fans, donc ceux qui sont au nord, ceux qui sont allés parler avec les joueurs et qui sont expliqués. Ce qui s'est dit globalement, c'est voilà, les joueurs ont assumé le match, leurs responsabilités dans les événements, mais il y a eu surtout des explications sur Puel. Et le fait que voilà, les joueurs aujourd'hui ne comprenaient pas les choix de Puel, ne comprenaient pas la tactique, ne comprenaient pas les changements de composition, le groupe d'un jour sur l'autre, très changeant, très variable. Donc voilà, grosso modo, ça a été un peu assumé, mais aussi déchargé la responsabilité de l'entraîneur, entraîneur que les Ultras auraient aimé voir. C'est vrai que c'est Euh, étonnant, mais il s'est pas ramené avec les joueurs, quoi. Et pourtant, alors, je sais pas si sur Amazon ça s'entendait, mais on entendait les supporters qui disaient on veut Puel. De toute façon, avec les Magic fans, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un envahissement de terrain ou des coups, quoi, qu'elle être échangés. C'est des mecs qui sont hyper respectueux, hyper sérieux. Ils ont connu, eux, je pense, mieux que beaucoup de groupes, enfin, plus que beaucoup de groupes de supporters, une vraie répression. Donc ils savent ce que c'est, et ils savent ce que c'est que les risques aussi d'aller envahir un terrain ou de déborder. Donc c'est pour ça qu'ils le feront pas. Mais mais oui, Puel, c'est sûr que voilà, dans le caractère, c'est pas quelqu'un qui va aller régler ses comptes avec les supporters. Là où on voyait souvent un Christophe Galtier ou même un Jean-Louis Gasset aller voir les supporters, Puel, on l'a jamais vu aller voir les supporters. Voilà. Après, voilà, les choses se sont dites. Maintenant, on verra ce que ça va donner, mais oui, oui, c'est voilà. Et puis pour revenir aussi sur ce qu'a dit Aldric, 200 supporters alcoolisés, je veux bien le croire, parce qu'en général, quand tu fais un déplacement, surtout dans les bus, voilà, là, il y a beaucoup d'alcool. Mais les 200 tests qui auraient été faits et tout ça, je pense que c'est de la fumisterie et que c'est juste voilà, pour faire du vent et prendre le moins de risques possible. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Messieurs, on va stopper là-dessus. Max, tu veux peut-être teaser un peu l'émission qui va démarrer dans une trentaine de minutes? Ouais, bah, si y en a que ça intéresse, ben voilà, on a une émission tous les lundis soirs J'arrive. aussi, nous, à 21h sur Twitch. Bon, là, je serai pas là ce soir parce qu'on tourne. Mais voilà, c'est sur la chaîne Twitch de Synthé Inside, ça s'appelle le Synthé Night Club avec une petite bande de potes, notamment le cowboy Joss Randall que je salue parce que je pense il doit être dans le coin en train de surveiller ça. Je sais pas si vous connaissez celui qui était sur RMC à l'époque. Donc voilà, s'il y en a qui veulent jeter un œil à ce qu'on fait aussi, ce sera avec plaisir. Et Ben, puis, n'hésite pas, Max, de mettre à mettre la chaîne Twitch dans le chat, t'hésites surtout pas. En tout cas, ouais, merci pour ta venue ce soir. Très bonne saison et bon courage au Vert de Saint-Etienne pour, dans un premier temps, le derby. Et puis pour le reste de la saison là, qui s'annonce compliqué. Et on espère aussi que ça se décante un peu en termes de rachat de club, histoire qu'il y ait un nouvel élan. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne Twitch de Saint Inside. Bertigno, Alric, merci à vous les gars. Et merci pour Merci à l'invitation. toi. bah, Encore un grand plaisir. Très bonne soirée à vous tous les gars. Merci d'avoir été à mes côtés pour animer cette émission. On se retrouvera donc lundi prochain pour le débrief de Nice-Brest, donc qui sera le dernier match avant une mini trêve internationale. On vous espère nombreux pour venir assister. Merci à vous le chat aussi d'avoir interagi, d'avoir suivi cette émission. Une très bonne soirée à vous les gars et puis à très bientôt. Issa Nissa. merci. Bonne Merci pour soirée. l'invitation et puis bah bonne saison à Nice, bonne soirée. Salut Max, merci beaucoup. Ciao, ciao.